Pour ce qui est disons, du décor accessoire, là aussi, Solzhenitsyn choisit des paysages significatifs d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, l'appartement chic d'un général bien vu du pouvoir, ou encore la promenade d'Inokenti Volodine dans une campagne dévastée comme elle l'a été, selon Solzhenitsyn, par la collectivisation, ou encore dans telle ou telle remembrance nostalgique d'un de ses personnages, Yakonov, qui revoit une église désormais fermée, interdite, et se souvient d'une jeune fille qu'il avait attendrie sur le sort de cette église peu après la Révolution. Donc les décors ne se limitent certainement pas à la Charachka, dont par ailleurs Solzhenitsyn nous décrit de façon méticuleuse les moindres plans, les moindres volumes, les moindres odeurs, les moindres grincements de portes, ce qui fait que le lecteur, quand il a dévoré ces centaines de pages, éprouve un sentiment presque pénible de déjà senti, de déjà vu. On a vraiment l'impression d'avoir partagé l'épreuve même de Solzhenitsyn. La précision du vocabulaire est là pour desservir cette précision quasiment photographique de tous les éléments. Évidemment, le résultat est qu'on a l'impression de séjourner dans un monde extraordinairement compact, dans lequel il n'y a pas de courant d'air. L'air ne circule pas à l'intérieur de cette charage. Il y a bien la corvée de sillage à laquelle deux personnages au moins, Sologdin et Nergin, s'adonnent. C'est une sorte de coquetterie, chez d'ailleurs beaucoup d'écrivains russes que de s'adonner au sillage. Le grand comte Tolstoï n'y avait pas manqué. Mais à part ces très brefs moments d'ouverture sur le grand air, on circule envers des situations et dans un décor qui vous laisse une impression, somme toute, étouffante. De même, les types sociaux représentés, les silhouettes évoquées sont suffisamment présents pour qu'après cette longue lecture, cette lecture nécessairement longue, on ait le sentiment d'avoir séjourné à l'intérieur de cette société soviétique. Même si on ne l'embrasse pas dans sa totalité, le nombre de types est tel, il y a des dizaines de personnages qu'on a encore l'impression, une fois le livre fermé, de sortir d'un pays où on a séjourné. Il faut ajouter autre chose, c'est que, quels que soient les épisodes, qu'il s'agisse de résumés, d'analyse d'une précision d'entomologiste ou de délicats monologues intérieurs attribués à tel ou tel personnage qui est sujet à des remords, à des souvenirs, qu'il s'agisse de dialogues passionnés sur une base idéologique entre gens qui s'affrontent, comme par exemple Panin et Sologdin, Rubin et Sologdin, l'un étant marxiste et l'autre étant pro-occidental, idéalisant les chevaliers et le monde catholique. Toutes les scènes, tous les dialogues sont d'une extraordinaire véracité au point de vue linguistique. C'est-à-dire qu'ils trahissent à peu près tous les niveaux de langue, depuis la grossièreté, depuis le bafouillis grossier élémentaire de certains gardes-chiourmes, jusqu'aux longues périodes très bien organisées de tel ou tel personnage. Il va sans dire aussi qu'en dehors de ce monde photographié en temps réel, si on peut dire, cinématographié en temps réel, comme nous sommes en Russie, et que c'est alors un pays de grands liseurs, les références littéraires ne manquent pas. Bien entendu, elles vont des origines de la littérature russe, avec le titre de la campagne d'Igor, jusqu'à Pouchkine au moins, et naturellement, elles balayent très large, puisque le titre même du livre est emprunté à Dante, et puisqu'il est question de Faust, c'est-à-dire de quelques grandes œuvres majeures de la littérature occidentale, d'une œuvre qui a beaucoup impressionné Solzhenitsyn et qui est le 93 de Hugo, et enfin, bien entendu, par l'évocation du Comte de Monte Cristo, qui est une sorte de livre culte pour toute la Russie carcérale, et qui fait que quantité de Russes passant dans notre région m'ont demandé de les conduire au château d'If, parce que le héros Monte Cristo est le héros de l'évasion.
C'est l'homme qui sort d'un monde fermé et qui gagne le large. Et il a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la jeunesse russe, l'adolescence russe, a beaucoup plus été nourrie de Jules Verne et d'Alexandre Dumas que des Bouilline ou de la campagne de la campagne d'Igor. La culture moyenne du jeune russe et du jeune soviétique était très largement imprégnée de lecture d'enfance, c'est-à-dire de Verne et Dumas, entre autres choses. Si ce livre est un microcosme parfois caricatural du monde soviétique, il est également un microcosme de l'œuvre même de Solzhenitsyn, qui n'est jamais qu'une immense réflexion sur ce monde. C'est à la fois une exploration de ce monde soviétique, une contestation de ce monde, et une reconquête, au moins imaginaire, de ce que les gens enfermés au goulag appelaient la grande terre, c'est-à-dire ce qui n'est pas le goulag, de cette grande terre, ou du moins de ce qu'elle avait été. C'est bien évident pour l'archipel du goulag, dans le premier cercle, l'archipel du goulag est présent par défaut, par ceux qui en sont sortis et qui vont y retourner, mais il n'est pas décrit directement. Mais on voit bien déjà se dessiner ici, et les querelles sur la littérature et la censure qui vont nourrir le chêne et le veau. On voit ici aussi l'ébauche qui nourrira sa réflexion sur les rapports complexes et douloureux entre le judaïsme et la Russie, ou plutôt pas le judaïsme, mais les juifs russes et la Russie, et la surreprésentation des juifs au moment de la Révolution et lors de ses premières séquelles. On voit aussi se dessiner une image relativement simpliste de l'Occident, qui est résumée à son confort, à l'élégance de ses vêtements ou au raffinement de sa nourriture. Bref, on voit les linéaments de ce que donnera le très fameux discours de Harvard. À bien y regarder, la plupart des grandes œuvres de Solzhenitsyn sont en germe dans le premier cercle, comme si ce premier cercle était une matrice, et on pourra comprendre pourquoi. Enfin, il y a plus. Je crois que ce roman, en dehors du côté policier qui est tout à fait intéressant, en dehors du côté documentaire qui est également passionnant, renferme deux points absolument essentiels de l'œuvre, de la vocation et de la philosophie de Solzhenitsyn. Dans la mesure où le personnage guide, qui est Nyerjin, représente les aspirations de son auteur, il est chargé par lui de nous communiquer le point de départ de sa quête. Il nous est dit que Nyerjin noircit de tout petits feuillets d'une écriture minuscule, dont on a des exemples dans les archives, nous en avons vu quelques photographies hier. D'une écriture minuscule, il note ses réflexions sur l'histoire. Par exemple, pour un mathématicien, l'histoire de l'année 17 n'offre rien de surprenant. À 90 degrés, la tangente prend son essor vers l'infini pour sombrer dans un infini négatif. Autrement dit, lui qui est de formation scientifique, interprète la catastrophe radicale de 1917 en termes de mathématicien, en termes de chute dans un infini négatif. Et il précise, son destin aurait suivi sa pente de mathématicien absorbé par des abstractions s'il n'était né, je cite, ailleurs qu'en Russie, et en un temps autre que celui où on venait de tuer et de précipiter dans le néant cosmique un grand corps précieux. Comme la couche où gisait ce corps était encore tiède, Nyerjin, de son propre chef, avait recherché ce fardeau que personne ne lui avait confié, recueillir les particules d'une chaleur encore présente pour ressusciter le cadavre et montrer à tous ce qu'il avait été et défaire sa fausse image. Recueillir les particules. Là, c'est évidemment, on ne peut pas mieux illustrer la méthode de Solzhenitsyn, qui consiste à recueillir des particules dans une infinité de documents. Comment mieux résumer son immense travail de documentation sur l'Ancien Régime, sur sa disparition et sur la calomnie dont il avait été victime. Il devait donc se consacrer à la résurrection de ce corps incomparable. Il voulait le réhabiliter et confondre ses détracteurs. Alors, cette charnière entre une vocation scientifique abandonnée et une œuvre quasiment magique de résurrection n'est pas sans rappeler la philosophie de ce très très singulier personnage qui s'appelait Fyodorov.